Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, comme, comme vous préférez. Bonjour. Voilà, j'ai l'habitude de dire bonsoir à cette heure-ci. Et d'abord, merci beaucoup d'être là pour ce sujet quand même un peu ardu et un sujet que j'aborde de ma position. Je suis mathématicienne de formation. Je suis ni ingénieur, ni juriste, ni économiste. Et je suis plutôt, mon background étant plutôt la politique de l'énergie au niveau européen et les réglementations européennes. Donc, j'aborde ce sujet avec énormément d'humilité, parce que c'est un sujet immensément complexe, extrêmement vaste, puisque ça concerne des tas de marchés différents. On l'a vu hier avec Michel. Ça concerne aussi des zones différentes, la Belgique, la France, l'Europe, l'Union européenne, avec des règles différentes. Et je vais plutôt me concentrer sur l'Europe. De temps en temps, peut-être mentionner la Belgique, qu'en fait je connais très mal, puisque j'ai toujours travaillé au niveau européen, et que mon enseignement se fait en France. Donc, quelque part, je connais mieux la situation française que la situation belge. Donc, je ne vais pas prétendre à aucune exhaustivité, c'est impossible. Je ne vais pas avoir évidemment réponse à tout. Et puis, entre de la pédagogie et des questions ouvertes, je vais essayer de naviguer. J'ai placé quelques bouées dans cette espèce d'océan immense de connaissances que je n'ai évidemment pas toutes. Et je vais essayer de vous accrocher à ces bouées en espérant que ça marche. Alors évidemment que la compréhension de la dynamique des marchés est indissociable de ce que va vous être présenté la semaine prochaine sur les technologies. Et je ne vais pas trop parler des technologies parce que Michel est l'expert là-dessus, et évidemment aussi de tous les aspects géopolitiques, notamment pour tout ce qui est les énergies primaires, puisque depuis hier on sait tous qu'il y a des énergies primaires, et notamment les énergies fossiles. Et donc Adèle sera là jeudi prochain pour vous parler de tous ces aspects géopolitiques qui ont une influence sur les dynamiques de marché. Alors, la compréhension des marchés, elle est aussi indissociable d'une compréhension de règles plus horizontales comme les règles de concurrence, notamment les règles antitrust, puisque beaucoup de règles de marché sont des règles qui en fait essaient d'éviter qu'on intervienne ex post sur les marchés avec des règles de concurrence en fixant des principes ex ante, donc de la réglementation des marchés. Alors pourquoi c'est tellement important de parler des marchés dans la transition énergétique? Si je vous dis que on a à peu près en 2022 1,1 trillion en anglais, je ne sais pas ce que c'est, mais des milliers de milliards d'euros d'investissement dans les technologies de la transition énergétique et dans les infrastructures liées à la transition énergétique. Vous comprenez que c'est un marché énorme et qu'on a intérêt à ce que ce marché fonctionne de façon efficace, qu'il n'y ait pas de distorsion, de barrières qui augmentent les coûts, à la fois pour retarder les investissements de taille commerciale, mais aussi pour les consommateurs que nous sommes et qui, pour cette transition énergétique, doivent aussi faire des investissements, notamment pour remplacer des chaudières ou isoler des maisons ou changer de moyens de mobilité. Et donc, le rôle et les règles du marché sont extrêmement importantes pour s'assurer, d'abord, que ces investissements se font de façon efficace, et ensuite pour s'assurer qu'ils vont dans le bon sens, qui est celui de la décarbonation du système énergétique. Alors, je vais tester mes connaissances de cet ordinateur. Alors, ça n'a pas l'air très compliqué. Alors, je vais faire une courte introduction pour relier un peu ceci aussi à la crise, parce que je pense que c'est quand même aussi la crise qui nous donne cette envie de mieux comprendre ce qui se passe sur les marchés, et c'est aussi cette crise qui nourrit une réflexion qui est en cours maintenant, avec une consultation publique d'ailleurs de la Commission européenne qui se termine, je crois, lundi, sur la réforme des marchés de l'électricité.
Donc la crise nourrit aussi des réflexions sur comment rendre ces marchés plus résilients après la crise, pour éviter les effets qu'on a vus maintenant et auxquels on a dû répondre avec des mesures d'urgence, qui n'ont pas toujours des très bons effets d'ailleurs, mais la priorité, ça a été quand même de réduire les coûts pour les consommateurs. Alors, après, je vais essayer d'expliquer en termes assez généraux, parce que je ne connais pas chacun des marchés de l'énergie de façon approfondie, qu'on n'a pas le temps ici, pour essayer de vous parler de qu'est-ce qui fait que les marchés d'énergie sont en fait relativement différents entre eux, entre des marchés du charbon, du pétrole, du gaz, de l'électricité. Donc, je vais vous donner un peu les clés là pour pouvoir analyser ce que vous lisez dans la presse ou les questions que vous voulez approfondir. Et comme hier, Michel a bien expliqué que la transition énergétique, elle est essentiellement poussée par l'électrification, parce que les technologies propres sont des technologies énergétiques, de l'électricité, le nucléaire, les renouvelables, c'est l'électrification. Et si on veut décarboner le système de façon efficace, la façon la plus efficace, c'est l'électrification directe. Et j'insiste sur l'électrification directe, donc je ne suis pas en train de parler d'hydrogène, qui est une question qui vient après, qu'on peut discuter ensuite. Et donc, les marchés d'électricité sont appelés à se développer, et en plus, ils ont été réformés pour répondre justement à ces nouvelles technologies qui y entrent et qui sont intermittentes. Et donc, on a fait des réformes de marché qui les rendent, il faut reconnaître, immensément complexes. Et là aussi, j'espère que dans la salle, je suis sûr qu'il y a des gens qui comprennent mieux, les anciens d'Elia qui comprennent peut-être mieux même comment, au jour le jour, on arrive à assurer que nos marchés de l'électricité continuent de nous approvisionner d'heure en heure sans interruption. Et en Europe, on est plutôt gâté, puisqu'on a quand même un système extrêmement sûr si on le compare à d'autres systèmes, et notamment au système américain, sur lequel on a eu quand même d'énormes pannes récemment pour diverses raisons, et des pannes comme la panne du Texas, il y a 2 ans, je crois, 2 ans après, à cette époque-ci d'ailleurs, je crois plus ou moins mi-février, qui a quand même fait 200 morts, et pour certaines estimations 700 morts, et pratiquement 100 milliards de coûts. Donc là aussi, il y a la question de savoir, dans ce marché de l'électricité, quel investissement on veut faire sur la sécurité d'approvisionnement. Donc cette sécurité, elle coûte, mais en cas d'incident, les coûts sont aussi astronomiques. Donc en Europe, on a tendance à pencher du côté des investissements dans la sécurité du réseau, et de fait, on a moins d'incidents parce que ça coûte vraiment très cher pour l'industrie, pour tous les appareils qui sont branchés, etc. Donc je vais parler un peu rapidement de l'ouverture des marchés européens qui ont été re-réglementés au niveau européen. Tous les acteurs qui sont très nombreux à avoir un rôle dans ce marché. Puis je vais essayer d'expliquer un peu comment fonctionnent les marchés de gros, ce qui n'est pas une mince affaire. Et puis, si j'ai le temps, je vais terminer avec un peu les mesures qu'on a prises dans l'urgence du court terme à cause de la crise de l'année dernière, de 2021, et peut-être poser quelques jalons des réformes possibles, et en tout cas des orientations qu'on voit maintenant dans la littérature, dans différentes universités qui publient des articles sur les options de réforme du marché de l'électricité, et qui probablement vont être, en tout cas en partie, dans les propositions que la Commission européenne fera le mois prochain, qui seront probablement assez partielles, parce que je pense qu'on a besoin de plus de temps pour réfléchir à des réformes peut-être plus fondamentales du marché. Alors, je prends mon premier point, et qui donc est pour dire que je vais maintenant partir de quelques illustrations de la crise actuelle pour ensuite revisiter le fonctionnement des marchés de l'énergie et mieux comprendre les causes et les réponses de la crise. Alors, la crise qui a commencé
vers juin l'été 2021 est avant tout une crise du gaz et qui, pour être très simple, principe de base du marché, on a un choc sur l'offre, pas assez d'offres, et une demande élevée, donc un déséquilibre qui a des conséquences qui sont des conséquences sur tous les marchés où il y a un tel déséquilibre, c'est-à-dire on observe des prix du gaz extrêmement élevés. Donc en réalité, le marché il a fonctionné, le marché il nous a hurlé avec leur prix, s'il vous plaît, essayez de réduire votre demande, et s'il vous plaît, essayez d'urgence, ce qui est plus difficile en urgence, essayez de trouver des alternatives à l'offre de gaz russe qui a diminué. Donc ce marché, il nous hurlait ce message-là, il nous disait la vérité, qu'évidemment on n'a pas envie d'entendre, et aucun citoyen n'était content d'entendre cette vérité des prix. Alors, en même temps, on a aussi eu, ça c'est un peu peut-être un point important qui intéresse beaucoup aussi, je pense, beaucoup de consommateurs, et où on a entendu beaucoup de choses fausses, qui sont les conséquences sur les marchés de l'électricité. Donc on a vu, à cause de la hausse du prix du gaz, une hausse des prix de l'électricité, pas parce que les prix de l'électricité sont indexés sur le prix du gaz, comme j'ai souvent vu, mais je vous expliquerai tout de suite pourquoi. Et puis en même temps, on a eu, de façon quand même un peu indépendante, des prix du pétrole qui ont aussi été très élevés, mais largement pour d'autres raisons. Il y a eu la reprise du Covid, il y a eu le manque de maintenance des installations pendant le Covid, donc aussi quand même des tensions au niveau un peu de l'offre, mais pas vraiment ni des problèmes d'approvisionnement, ni des problèmes exceptionnels de prix, même si quand même les prix sur les marchés de gros ont été les plus élevés depuis 10 ans. Et comme vous savez, on a depuis le week-end dernier le second paquet de sanctions contre la Russie pour le pétrole. On a eu un premier paquet de sanctions début décembre, le 5 décembre, qui étaient des sanctions qui interdisaient tous les services liés au transport maritime du pétrole brut. Et là maintenant, on a donc pour le pétrole brut, on a mis un seuil de $60 le baril de pétrole, donc interdit d'offrir des services pour des cargaisons au-dessus de ce prix-là. Et depuis le week-end dernier, donc depuis je crois le 5 février, si j'ai bon souvenir, on a un système similaire pour les produits dérivés. Donc certains produits dérivés qui sont des produits plus riches, donc comme le diesel, produits raffinés, comme le diesel, l'essence, pour lequel il y a un seuil de $100, et des produits moins nobles, comme ce qu'on appelle les bunker fuels, comment on appelle ça, le fuel maritime, le fuel de navire, en français. Bon, j'ai beaucoup cherché, mais j'ai dû chercher des dizaines de termes en français pour préparer ma présentation, parce que je suis habituée à parler de ça en anglais, donc vous me pardonnerez de temps en temps. Donc on a un seuil de €40 pour les produits moins nobles, si je peux dire. Alors peut-être un point que je devrais faire, c'est une chose que j'ai pas dit, c'est quand on parle enfin je l'ai suggéré, mais peut-être c'est important de préciser, parce que je sens qu'après je vais plus trop en parler. Quand on veut agir sur l'offre, on est en train de parler de soit trouver de nouvelles sources d'approvisionnement de gaz, ce qui est nécessaire, mais qu'on ne peut pas non plus exagérer, puisqu'on sait qu'à terme, on ne veut quand même pas augmenter nos consommations de gaz, on veut plutôt la diminuer, mais surtout, on veut faire de nouveaux investissements. Et là, il faut être très prudent sur, j'ai aussi entendu beaucoup de choses, il y a qu'à avoir plus de nucléaire. Et là, la question, c'est la question de la temporalité, et je pense que peut-être Michel va aborder cette question demain à propos des technologies, parce que je pense que du côté de l'offre, on se rend compte qu'on est quand même assez limité par des questions de temporalité. Même quand vous voulez de nouveaux investissements dans le solaire ou l'éolien, on a des temps
pour obtenir des permis, par exemple, qui peuvent atteindre 10 ans dans certains pays. Et on a pour le moment un stock de demandes d'installation de solaire et d'éolien qui représente plus que tous les investissements qui ont été faits l'année dernière. Donc il y a un énorme stock qui est en attente dans les administrations nationales pour différentes raisons administratives. Et donc il y a un tas de choses qui retardent une réponse rapide du côté de l'offre, et c'est important d'avoir ça en tête si on parle d'installer une nouvelle centrale, de construire une nouvelle centrale nucléaire. Si on les décide aujourd'hui, au mieux, on va avoir de nouvelles centrales en 2035, disons, je sais pas. Ça me paraît plutôt sage, mais bon, c'est si tout va bien, j'insiste. Si on n'est pas à Flamanville, et donc c'est pas d'un claquement de doigts. Alors que réduire sa demande, on peut au moins avoir des mesures de sobriété qui permettent une action immédiate de ce côté-là. Et d'où la priorité qui a été donnée au niveau européen à des réductions de la demande, même si évidemment qu'on agit aussi du côté de l'offre et notamment aussi avec des négociations avec des pays tiers. Alors bon, les raisons du choc de l'offre sont claires. C'est la Russie qui a réduit à la fois le gaz qui nous envoie par gazoduc, mais aussi dont on a observé, je vais vous montrer un graphique tout de suite, dont on a observé que déjà à partir de juin 2021, n'a pas rempli les installations de stockage qu'on leur a bêtement, je dirais. Excusez-moi, quand j'ai appris ça, j'étais vraiment, je dirais, choquée, parce que quand j'ai compris que Gazprom, qui quand même nous envoie 40% de notre consommation par tous ces gazoducs, on leur avait aussi vendu les plus grosses installations de stockage en Europe, on a quand même du mal à croire, et on a du mal à croire aussi pourquoi la DG Concurrence n'est pas intervenue, mais j'ai pas eu le temps vraiment d'approfondir le sujet, parce qu'il me semble que ça donne la possibilité à un opérateur, qui est clairement un opérateur dominant, de jouer sous les stocks pour faire monter les prix spot et donc gagner beaucoup d'argent. Donc c'est évident que c'est une action qui est un abus de position. Pour moi, ça permet tous les abus de position dominante. Et puis on a eu, comme je disais, une demande européenne de gaz élevée, qui est notamment due à la reprise post-Covid, mais aussi à des événements météo, dans des grandes chaleurs, pas beaucoup d'hydro. Je vais le remontrer tout à l'heure sur un graphique que je vais vous montrer pour l'électricité. Et il faut le dire, à cause de la non-disponibilité du parc nucléaire français, pour lequel, sur les, je crois, 61 gigawatts de capacité qu'ils ont, on a eu à un moment donné seulement 29 gigawatts disponibles. Et on est encore cette année-ci bien en dessous, très en dessous. Je peux vous donner les chiffres si je les trouve quelque part, mais je crois que je les ai collés quelque part. On est encore très en dessous pour cette année-ci des maxima de production qu'on a eu. Je crois que le maxima était en 2015 et on est à 2/3 à peu près de ce maxima. Donc ça, c'est quand même une grosse production sur le réseau électrique qui a été quand même essentiellement remplacée par du gaz, et donc ça a créé une demande supplémentaire de gaz. Alors voilà un petit graphique qui nous montre l'évolution des prix du gaz. Alors, je précise qu'il s'agit des prix spot, donc les prix qui sont payés sur les marchés au comptant, donc sur le marché de gros au comptant, pour une livraison quasiment immédiate. Le TTF, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est ce qu'on appelle le Title Transfer Facility, qui est en fait une plateforme d'échange qui se trouve aux Pays-Bas, qui a été créée par Gasunie, qui est le grand opérateur gazier hollandais, et qui en fait opère les plus grands volumes du marché en Europe, et donc qui sert aussi de référence pour certains contrats gaziers. Et donc, quand ce prix monte, ça a un effet bien au-delà du marché spot européen.
Alors, regardons un peu ce graphique. D'abord, peut-être c'est utile de regarder. On n'a pas une. Enfin bon, si vous regardez les premières années là, 2019, 2020, vous remarquez que ça descend et que ça monte. Autrement dit, il y a une saisonnalité des prix. Les prix sont plus élevés. Ah oui, parfait. Celui-là. Voilà. Donc, en hiver, les prix sont plus élevés. En été, les prix sont plus bas et ça continue. Et puis, pouf, là, on voit que les prix ne descendent pas comme ils devraient. Donc, c'est là qu'ont commencé les manipulations de marché. On peut appeler ça des manipulations de marché de Gazprom. Alors, on voit assez bien sur ce graphique, si j'arrive ici, on voit assez bien le moment où il y a eu, donc au mois de mars, juste après l'invasion russe, beaucoup d'incertitudes sur ce marché. Et il faut savoir que les prix montent souvent simplement parce que les opérateurs sont dans l'incertitude. Donc ça a créé une énorme incertitude. C'est un peu calmé ensuite, et puis qui est remonté au mois d'août, et qui a même au mois d'août fait une pointe qu'on ne voit pas ici parce que ce sont des prix moyens par mois, mais qui a dépassé les 300, est arrivé aux 340, je crois, 340 € par mégawatt-heure. Essentiellement, il y a eu une panique sur les marchés, et même l'opérateur qui est chargé de contrôler ces marchés considère qu'il n'y a pas eu vraiment des manipulations de marché, mais qu'il y a vraiment eu tellement d'incertitudes à ce moment-là. On n'avait pas encore nos stocks remplis, on n'avait pas encore mis en œuvre toutes les mesures au niveau européen, on n'avait pas l'approbation des textes européens, ils l'ont été juste après, et ça a rapidement fait descendre les marchés. Et puis on a profité, évidemment, pour obtenir cette baisse de prix, on a profité aussi d'une météo clémente pendant cet été, donc on a eu moins besoin de gaz pour se chauffer. On a eu beaucoup de vent, donc beaucoup d'éoliens qui ont, je vais de nouveau montrer comment plus de renouvelables chassent la consommation de gaz pour la production d'électricité. On avait, dès le mois de novembre, des stocks extrêmement élevés au niveau européen, puisqu'on avait pratiquement les stocks, je vais montrer tout de suite les installations de stockage, pratiquement des installations de stockage remplies à 96%. Alors, on avait pris au niveau européen des mesures de réduction de la consommation, et là, il faut dire que si les Allemands ont une grande responsabilité dans les causes de la crise, avec la construction de ce pipeline Nord Stream et la vente des installations de stockage, à mon avis, ce sont quand même deux grosses responsabilités dans ce qui s'est passé. C'est aussi eux qui ont fait les plus gros efforts au niveau de la réduction de la consommation. Et si la réduction de la consommation, pour vous individuellement, baisse votre facture parce que ça baisse la quantité que vous consommez, quand on le fait de façon collective sur un marché, on baisse la demande et donc ça permet aussi de baisser les prix. Et d'où cette insistance des pouvoirs publics que c'est pas seulement pour votre bien-être, mais c'est aussi collectivement une sorte d'obligation morale de baisser sa consommation pour faire baisser les prix sur les marchés. Et puis on voit que les prix maintenant, en janvier, on était à 64 €, en février à 58 €, et même les futurs se négocient pour le moment 50 et 90 € pour ce que j'ai pu voir ce matin. Ceci dit, c'est une sorte de nouvelle normale, et il est fort improbable qu'on revienne à des niveaux moyens de prix qui étaient autour de 24-25 € le kilowatt-heure qu'on a connu avant le début de la crise. Et on va voir tout à l'heure sur le graphique du pétrole qu'on a la même situation après la grosse crise de 1973. Les prix sont jamais revenus à leur niveau antérieur. Alors l'autre chose qui avait fait baisser les prix aussi, c'est qu'on a eu beaucoup plus d'importations de gaz naturel liquide qui a remplacé le
gaz par gazoduc. On a une augmentation l'année passée de, je crois, 38 ou 39% de gaz liquide par rapport à l'année précédente. Et on a construit en Europe pas mal, on a installé, installé, parce que beaucoup sont des installations flottantes en mer, donc je ne sais pas si on appelle ça de la construction ou de l'installation, les spécialistes me le diront, de nouveaux terminaux, et par exemple l'Allemagne, qui n'avait pas de terminaux, vient d'inaugurer au mois de décembre, je crois, un terminal à Wilhelmshaven, sur la mer Baltique là-haut. Donc voilà, je crois que j'ai dit sur... Alors, je passe à mon deuxième chapitre, je regarde l'heure pour être sûr que je tiens plus ou moins. Donc voilà les caractéristiques, le deuxième chapitre, les caractéristiques. Alors bon, Michel il a donné beaucoup de données hier, donc ceci c'est vraiment un rappel très rapide pour ceux qui n'étaient pas là hier, mais une des raisons aussi pour laquelle je tiens à rappeler ça, c'est vraiment pour rappeler que quand on regarde les données, il faut vraiment faire attention, non seulement qu'il y a une multitude d'unités utilisées dans le domaine de l'énergie, des mètres cubes de gaz, des terawattheures, des unités british thermales. Bon, tout ça est très confusing, comme on dit. Il faut faire aussi attention à quoi on parle. Est-ce qu'on parle de ce qui entre dans le système? Donc, moi parce que j'utilise les données d'Eurostat, l'expression consommation intérieure brute. En réalité, c'est la quantité d'énergie nécessaire à notre consommation à l'entrée du système, qui, à ma connaissance, inclut les carburants pour l'aviation, mais qui exclut tous les carburants maritimes. Et puis, quand on parle de la consommation finale d'énergie, vous voyez une différence énorme. On est passé de 1340 millions de tonnes équivalent pétrole, c'est pas correct, c'est de l'anglais qui est écrit là, c'est tonne oil equivalent, ça devrait être TEP, les tonnes équivalent pétrole, désolé, je suis vraiment habituée à mettre des tout, c'est pas des doigts de pied, c'est des tonnes équivalent pétrole. On passe de 1340 à 885. Alors, une partie est due au fait qu'il y a comme a expliqué Michel hier, qu'une partie de la consommation est une consommation pour des besoins non énergétiques dans l'industrie. Et puis, il y a toutes ces utilisations de l'énergie au niveau de la production, de la transformation, de l'extraction de l'énergie, plus des pertes le long des systèmes de transport. Et si on considère que le non-énergie, c'est grosso modo un dixième à la louche, un dixième de la consommation intérieure, on voit que ce qui reste en perte reste quand même quelque chose de très important. Alors, ce qui est utile aussi de voir, c'est quel secteur utilise cette consommation finale. Et là, on voit qu'au niveau européen, on a plus ou moins un équilibre entre industrie, transport, résidentiel, maritime, le transport qui domine légèrement. Donc, voilà tous des secteurs avec des demandes pour de la chaleur, de la mobilité, de l'électricité, donc des formes de consommation différentes. Alors, j'ai un petit graphique pour la Belgique. Je ne sais pas si vous avez bonne mémoire, mais vous voyez que pour la Belgique, on a plus de pétrole en part des deux côtés, de la consommation intérieure et de la consommation finale, qu'on a beaucoup moins de renouvelables. Si vous vous souvenez, en consommation intérieure brute, on avait 18%, on passe à 10% pour la Belgique, et à 5% en finale contre 2% en finale contre les 5% européens. Et ce sont des données de 2020 qui ne sont pas des données très bonnes puisque c'est l'année du Covid. Mais ce qui est aussi très différent pour la Belgique, c'est que c'est là l'industrie qui est le plus gros consommateur d'énergie. Donc je ne vais pas insister là-dessus parce qu'on a eu plein de chiffres hier. Donc, alors, ça c'est peut-être la slide de résumé de tout ce que je vais essayer de dire dans ce chapitre. Ce que je voudrais essayer de faire passer sont des choses extrêmement simples. C'est que pour penser un marché, il faut penser la nature du produit,
donc qui détermine largement l'offre du produit, les usages de ce produit, donc du côté de la demande, les acteurs et la réglementation. Alors, quand je parle de la nature du produit, une première chose à laquelle on peut penser, c'est prenez le charbon, un morceau de charbon, on le prend dans sa main, on le transporte dans un sachet, dans sa voiture, si on veut, dans un train, dans un avion, n'importe comment. C'est pas compliqué. Quand on passe au pétrole, on est dans du liquide, donc déjà il faut au moins un petit bidon. C'est pas si facile. Quand on parle du gaz, et puis le charbon et le pétrole, vous pouvez au moins les voir. Le gaz, c'est déjà plus compliqué. C'est déjà un produit plus dangereux, pour lequel vous allez avoir besoin de récipients qui répondent à certaines normes de technologie, qui se transportent pas aussi facilement que du pétrole et encore moins que du charbon. Et puis, quand on passe à l'électricité, là, vous n'avez jamais vu de l'électricité, peut-être dans le ciel, et vous consommez pas directement de l'électricité. Ce sont vos appareils qui consomment de l'électricité. Donc, vous avez là tout un système qui montre que on peut pas consommer directement et que à la fois au niveau de l'injection, où on ne voit pas ce qu'on met dans le système, on part de grosses machines, et à l'arrivée, on a des petites machines avec des normes de connexion à ce réseau qui doivent être bien précises pour ne pas mettre en danger la sécurité du réseau. Donc, déjà avec ça, cette notion simplement physique, on comprend déjà qu'on a des marchés de nature différente. Alors évidemment, on a des caractéristiques physiques aussi pour l'électricité que vous connaissez tous aussi. Sur un réseau, il faut un équilibre. Le réseau de gaz, c'est un peu plus simple. Il faut un certain équilibre, mais on a quand même beaucoup plus de marge parce qu'on a une certaine pression dans les tuyaux. Le liquide, c'est une question de flux, et le charbon, on n'a pas ce genre de contraintes. On a des contenus énergétiques très différents en fonction des poids et des volumes, donc aussi des coûts relatifs de transport qui sont très différents. On a certains produits de marché qui sont des matières premières, donc essentiellement les énergies fossiles, dont les évolutions de prix sont par définition volatiles, comme tous les prix de ce qu'on appelle les commodities, matières premières, par opposition à des technologies pour lesquelles, et je suppose aussi tu vas en parler demain, on a des cours d'apprentissage, et donc, mercredi prochain, mercredi prochain. Par définition, dans le domaine des technologies, plus on déploie les technologies de façon large, et en général, plus les prix ont tendance à baisser. Et puis, il y a la question d'où vient cette énergie. Est-ce qu'elle vient de sources locales ou de sources extérieures? Et est-ce que ces sources extérieures sont sûres? Et là, c'est le domaine d'Adèle. On va vous expliquer ça jeudi prochain, puisque là, on entre dans l'influence de la géopolitique qui est liée au fait qu'on a des sources extérieures. Alors, autre question, est-ce que ces sources sont très décentralisées? Est-ce qu'elles sont très diversifiées? Ce qui influence aussi la sécurité de l'approvisionnement, mais aussi donc les mesures qu'on doit prendre pour assurer cette sécurité, donc les coûts. Donc tout ça joue. Est-ce qu'elles sont variables ou intermittentes, comme certains disent? Moi, j'ai tendance à utiliser l'expression variable. Et ces caractéristiques déterminent aussi, comme j'ai suggéré, la façon dont on transporte ces produits, dont on peut ou pas les stocker avec facilité ou pas. Il est très facile de stocker du charbon, il est un peu plus difficile de stocker du pétrole, encore plus difficile de stocker du gaz. En général, on fait ça dans des grandes caves souterraines. Et comme vous le savez tous, pour l'électricité, on est dans le domaine des technologies, sauf pour ce qui concerne évidemment les stockages hydrauliques qui sont quand même de vieux années. Et puis du côté des usages, c'est-à-dire de la demande, on peut avoir des structures de demande très diversifiées, une demande élastique ou pas. Et par exemple, dans le secteur du transport, qui est essentiellement nourri par le pétrole, on a une demande qui est très peu élastique. On a beau mettre des axes astronomiques
sur le pétrole, pas beaucoup de gens qui renoncent à leur voiture. On a très peu de diversité en général dans l'énergie, mais particulièrement dans le domaine du transport. La saisonnalité, j'en ai parlé. Et puis, au niveau des usages, la combustion des énergies fossiles produit des émissions de gaz à effet de serre, et donc se pose toute la question de la durabilité de ces produits dans la transition vers l'objectif européen d'émissions nettes nulles d'ici 2050. Et puis pour chaque produit, on a des acteurs différents, avec des institutions différentes, des entreprises différentes, des entreprises publiques, privées, des entreprises européennes, non européennes, des entreprises en situation de monopole, d'autres marchés sur lesquels on a une situation beaucoup plus atomisée, il y a moins de pouvoir de marché, mais certains marchés sur lesquels, même quand après l'abolition des monopoles, on a encore des entreprises qui ont un énorme pouvoir de marché, avec des parts de marché jusqu'à 90% de parts de marché dans certains États membres. Et puis, il y a cette immense réglementation qui est à la fois une réglementation européenne, une réglementation nationale, et dans des pays comme la Belgique, puisqu'on a 3 régulateurs régionaux, on arrive même à avoir de la réglementation régionale qui diffère sur beaucoup d'aspects, notamment dans le domaine de l'électricité, sur la façon dont on comptabilise l'autoproduction, etc. Alors cette réglementation, elle influence énormément. Je ne vais pas avoir le temps de parler de toutes les réglementations, mais je voudrais quand même vous donner un peu une idée des réglementations qui affectent le secteur de l'énergie. Alors, on a d'abord un ensemble de réglementations qui est toute la réglementation qui est liée au prix du carbone et qui est essentiellement le système d'échange de quotas d'émissions européens qui affecte beaucoup le secteur de l'électricité puisque c'est le seul secteur qui a toujours payé 100% de ses quotas de carbone, alors que dans d'autres secteurs qui sont plus exposés à la concurrence internationale, la production d'électricité, production assez locale, ne peut pas vraiment délocaliser, ne peut pas aller produire l'électricité dans les pays à bas coût et l'importer ici, ça marche pas trop. On peut en parler après pour l'hydrogène, parce que c'est une question pour l'hydrogène, mais pour l'essentiel de la production d'électricité, c'est pas délocalisable, il n'y a pas vraiment une concurrence internationale. Et donc, on n'a pas des quotas gratuits qui sont accordés aux entreprises du secteur. Alors, il y a un deuxième ensemble de règles, c'est celui de la fiscalité de l'énergie. Donc, on a une directive européenne sur la taxation des produits énergétiques. Alors, il faut savoir que le système d'échange de quotas d'émissions, ce sont des coûts pour à peu près 11 000 entreprises manufacturières et de l'électricité qui émettent du CO2 dans leur production. Donc c'est une taxe à la production. Tandis que la taxation des produits énergétiques, c'est une taxe à la consommation. Et on a pour le moment une directive qui est une catastrophe à beaucoup de points de vue. D'abord, je conseille à tous ceux qui veulent voir le résultat de la règle de l'unanimité dans l'Union européenne sur la qualité des textes juridiques, de regarder la directive de 2003 sur la taxation de l'énergie, qui est une sorte de gruyère, qui est le résultat des tractations entre États membres. Si tu acceptes, par exemple, la Belgique, elle a une dérogation pour le fuel des yachts de plaisance. Allez savoir pourquoi. Et elle a dû négocier ça très dur avec un autre pays qui voulait des exemptions pour ses taxis, d'autres pour leurs tracteurs. Mais c'est assez amusant à voir. Hein. Enfin, c'est triste aussi, mais c'est d'une telle absurdité que ça en devient presque drôle. La Commission a déjà essayé 2-3 fois d'améliorer ce texte. On a de nouveau une proposition sur la table pour avoir un système de taxation des produits qui est une partie liée au contenu énergétique et une partie liée aux émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi bête que ça. Ça devrait pouvoir se faire
de façon très simple. C'est un principe sur lequel je pense tout le monde est d'accord, et pourtant les États membres n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le texte a été mis sur la table il y a 2 ans. On n'est pas encore au bout on n'a pas encore atteint le bout du tunnel. Donc ça, c'est les textes plus généraux. Ensuite, on a de la législation spécifique qui s'applique d'abord sur les questions d'efficacité énergétique. Je ne sais pas si le monsieur qui a posé des questions sur l'efficacité énergétique hier est là, mais on a en Europe toute une kyrielle de législation qui porte sur l'efficacité énergétique et qui, pour résumer, parce que c'est un sujet, on peut passer, quand j'enseigne ça, je passe 2 heures sur l'efficacité énergétique. On a essentiellement 3 groupes de législation en matière d'efficacité énergétique. On a des règles sur les performances énergétiques des bâtiments, avec des normes sur les performances énergétiques des bâtiments, et des obligations pour les États membres par des plans de rénovation de leur parc immobilier. On a des règles sur les produits, donc 2 types de règles sur les produits, des étiquetages de produits. Vous avez tous vu les étiquettes qui vont du vert au rouge, avec un petit QR code dans le coin supérieur droit. Alors, si vous cliquez sur ce qui est QR code, vous arrivez dans une base de données européenne qui vous donne toutes les spécifications liées à ce problème. Vous allez tout savoir sur la consommation de ce produit, sur sa durée de vie, sa consommation en eau, etc. Et puis, on a des règles sur l'éco-conception, c'est-à-dire comment les producteurs de ces produits doivent les concevoir, qu'ils soient au moins consommateurs. Et au fur et à mesure que les produits montent, si vous voulez, dans cette échelle de couleurs, au fur et à mesure, l'Union européenne interdit les produits les moins efficaces en énergie. Et pour le moment, on est en train de revoir tout ça avec une nouvelle proposition de règlement qui est sur la table et qui a pour but de remplacer les règles existantes qui sont essentiellement liées aux émissions et à la consommation dans le pays, là où vous êtes, pour avoir quelque chose qui porte sur toute la durée de vie du produit, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à les déchets. Donc ça, c'est tout un nouveau règlement qui est pour le moment qui a été proposé, je pense, en mars 2022. Pour ceux que ça intéresse, je peux donner la référence. C'est un texte très intéressant. Donc ça, c'est pour l'efficacité énergétique. Ensuite, on a une directive sur les renouvelables qui est en discussion d'ailleurs, comme toutes les règles sur l'efficacité énergétique, parce que toutes ces règles les textes existants actuels sont des textes qui ont été approuvés pour mettre en œuvre l'accord de Paris. Entre-temps, donc à l'accord de Paris, on s'est engagé à réduire nos émissions de 40% par rapport à 1990 d'ici 2030. Alors, on est allé à Glasgow quelques années après et on a relevé nos engagements à 55%. Et là, la Commission européenne, elle a mis sur la table un nouveau paquet pour amender tous ces textes, pour les adapter à ce nouvel engagement de réduction de nos émissions de 55%. Donc, tous ces amendements sont en discussion, avec la complication additionnelle qu'avec le plan de réponse à la crise, qu'on appelle le plan REPowerEU, la Commission a mis de nouveaux amendements sur la table pour modifier les amendements des textes existants. Donc, vous pouvez imaginer que le législateur, c'est-à-dire le Conseil et le Parlement, sont en train d'un peu de s'arracher les cheveux, mais ils commencent à y arriver. On a quelques accords pour le moment. On va avoir un vote, je crois, au Parlement demain sur certains textes. Donc, on croise les doigts. Tout ça devrait s'accélérer, mais ça montre aussi de nouveau. On parle de temporalité sur les investissements en technologie, mais il y a aussi toute une question de temporalité sur la mise en œuvre de ce qui est décidé au niveau européen. Avant quand la Commission mette une proposition sur la table, déjà il lui faut un petit temps parce qu'elle consulte, etc., etc. Ensuite, ça arrive au Parlement et au Conseil qui sont les législateurs, ça prend facilement 2 ans. Et puis, il faut que les États membres mettent tout ça en œuvre, qui transposent les directives, qui mettent en œuvre des règlements. Et souvent, les actions, elles sont pas nécessairement au niveau national, c'est au niveau local. Il faut changer tout ça, il faut changer des comportements, il faut changer des règles nationales. Donc tout ça aussi a un problème de temporalité qui est assez important. Et puis il y a toute la réglementation des marchés dont j'ai pas le temps de parler, mais
on a des directives, des règlements sur le marché intérieur du gaz et des directives, règlements sur le marché intérieur de l'électricité. Et puis, on a des règles sur la préparation aux risques pour éviter les risques de crise dans ces marchés. On en a pour le gaz et pour l'électricité. Donc, tout ça, c'est un cadre qui, évidemment, influence énormément le marché et qui essaie de l'orienter vers un système qui est moins coûteux, plus vert et plus sûr. OK. Alors, quelques mots sur le charbon, mais là, maintenant, vous, avec ce que j'ai dit en introduction, vous savez presque tout. Donc, c'est du solide, c'est facile à transporter, c'est facile à stocker. On a un marché mondial qui est très fluide. Il y a en fait pratiquement aucune régulation de ce marché. On avait le traité CECA, vous vous souvenez, qui est 1952, qui a expiré depuis 2002 puisqu'il a duré 50 ans. Et donc les seules règles en fait qui s'appliquent sont les règles sur les émissions de carbone. Alors là, on a une demande où on en a parlé hier, donc je passe sur la demande, mais sur l'offre, une très faible dépendance de l'Union européenne par rapport aux importations, puisque les importations ne représentent que 35,8% de la consommation de charbon dans l'Europe, et notre premier fournisseur de charbon, c'est la Russie, qui nous fournit un peu plus de 19% de notre consommation. Alors on va voir que la Russie, c'est aussi le premier fournisseur pour le pétrole et le gaz. Alors la question du charbon, c'est essentiellement d'abord une question de substituabilité avec le gaz et le pétrole sur le marché, notamment pour la production d'électricité. Des prix qui ont monté aussi avec la crise, mais on voit les prix déjà qui redescendent en ce début d'année. Le principal problème qu'on traite au niveau européen, c'est tout le problème industriel et social des régions qui sont dépendantes soit de la production du charbon, soit d'industries qui sont utilisatrices de charbon. Et c'est pour ça qu'on a mis en place au niveau européen ce qu'on appelle le mécanisme de transition juste, avec un fonds dédié pour aider ces régions à former les travailleurs qui vont perdre leur emploi. Et ça, c'est toute la difficulté de cette transition. Dans certains pays, ça représente, en Pologne, ça représente des dizaines de milliers de personnes qu'il faut reformer. Dans d'autres métiers, on a besoin de nouveaux investissements. Donc, on a par exemple un gros investissement dans les batteries, par exemple, pour les CDD au niveau européen. La Belgique est d'ailleurs aussi bénéficiaire de ce fonds. Je crois que la Belgique reçoit 166 millions, si j'ai bon souvenir, dans la région de Mons, Charleroi et Tournai. Alors, les produits pétroliers, qui sont, comme j'ai dit, des liquides, bien denses. Transport, là, c'est un petit peu moins facile. On a les oléoducs, les grands bateaux, les grands navires, et éventuellement des citernes transportées par route, avec certains problèmes de sécurité. Donc, il y a des règles de sécurité pour tous ces transports. Alors, le stockage, il y a des règles de stockage des produits pétroliers. Les règles de stockage européennes datent de 68. Donc, vous remarquez que la première crise du pétrole, on avait déjà en Europe des obligations de stockage du pétrole qui ont été bien utiles quand la guerre du Yom Kippur a éclaté. Ce sont des règles qui sont maintenant ajustées sur les règles de l'Agence internationale de l'énergie, AIE, qui est une agence qui a été créée en 1974, donc exactement au lendemain de la première crise du pétrole, qui est une sorte de rassemblement des États consommateurs de pétrole dans le but d'assurer la sécurité d'approvisionnement en pétrole. Alors, quelles sont les règles de stockage qui existent pour le moment en Europe? Essentiellement, elles disent que chaque État membre doit stocker le maximum entre, que je dise pas de bêtises, 90 jours d'importation nette ou 61 jours de consommation moyenne sur les 4 dernières années. Ces stocks doivent être facilement disponibles et ils ne peuvent pas normalement être activés sans que la Commission donne son OK après avoir consulté tous les États membres. Je ne vais pas donner des détails
là-dessus parce que c'est quand même utile aussi par opposition au gaz pour lequel il n'y a pas de stock obligatoire en Europe, sauf dans certains États membres. Le pétrole, c'est aussi un produit qui en Europe n'est pas soumis à des réglementations spécifiques, sauf pour des questions de sécurité. Il y a par exemple, au lendemain de la catastrophe de Deepwater, dans le golfe du Mexique, là, il y a je sais plus, c'était BP qui était BP, dans le golfe du Mexique, en 2010, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc on a eu l'année suivante, comme souvent en Europe, après une crise, on se dit ah, ça pourra arriver chez nous. Donc on a adopté un règlement qui impose à tous les opérateurs de forage d'avoir une licence, d'avoir les connaissances techniques, d'avoir les finances disponibles en cas d'accident pour pouvoir remédier, et évidemment règle les questions de responsabilité en cas de pollution. Donc les règles sur les stocks, j'ai dit, et puis il y a les sanctions dont j'ai déjà parlé. Une demande dont on a parlé hier qui est pour l'énergie essentiellement à plus de 90% une demande sur les transports, mais aussi dans certains pays comme Chypre ou Malte pour produire de l'électricité et une demande de l'industrie. Alors sur le pétrole, l'Europe elle est actuellement dépendante, les 27 est dépendante à 100% des importations. Et de nouveau, on retrouve la Russie comme premier fournisseur avec 27% de la consommation européenne. Des prix très volatiles, j'ai expliqué pourquoi tout à l'heure, et vous en saurez plus jeudi prochain, avec un effet du prix du carbone qui est quand même assez important, puisque les émissions de gaz à effet de serre des produits du pétrole, lors de la combustion, représentent 750 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure, comme le prix du carbone aujourd'hui est, je crois, à 96,88, quelque chose comme ça, ce matin, si ma mémoire est bonne. J'ai regardé ce matin, j'ai déjà oublié le chiffre. Il a été pratiquement jusqu'à 100%, il est un petit peu redescendu, il varie, il est entre 96 et 98 ces derniers jours. Mais bon, ça vous donne une idée du prix supplémentaire sur le marché lors de la combustion du pétrole, puisque vous faites 75% de 98 euros, de 96 euros, ça vous donne le coût en carbone chaque fois on utilise du pétrole pour produire 1 kWh. Alors ici aussi, bon, je suppose que vous allez revoir la semaine prochaine avec la géopolitique l'évolution des prix du pétrole. Alors ici, j'ai pris le brut européen, la référence européenne. Il y a plusieurs références. Il y a l'Ural, le plus, le Texas pour les Américains. Et puis plusieurs types de produits pétroliers. Donc on s'y parlait, mais c'est pas tellement mon sujet. Alors vous voyez ici. Vous voyez ici la première crise du pétrole, et vous voyez que les prix ont été multipliés par pratiquement 4, sont un peu redescendus, mais ils sont jamais redescendus au niveau où ils étaient avant. Après ça, on a la deuxième crise du pétrole avec la guerre du Golfe, et puis on a eu toute une crise économique qui a fait baisser le prix du pétrole. On a eu la guerre du Golfe ici, pardon. Et puis, est-ce que je peux... oui, il y a la crise financière qui a fait chuter là les prix. Mais bon, par définition, le pétrole, c'est un produit extrêmement volatile. Les prix ont monté, comme j'ai dit tout à l'heure, et sont en train de se tasser. Alors, je vais passer au prix du gaz, parce que d'ailleurs, non, c'est pas par là, c'est là. Je sais plus sur quel bouton ça poussé. Alors, le gaz. Alors, le gaz, donc, CH4, des traces. Toujours un peu le même produit, mais j'ai mis ça parce que c'est une question qui me pardon?
Ah bon. Oui, technologie, hein. Alors, le gaz, c'est un truc volumineux, et donc quand on le transporte, soit on le transporte par gazoduc, ce qui est le meilleur marché, et on a toute une panoplie de gazoducs qui amènent le gaz russe, le gaz norvégien, le gaz algérien, le gaz libyen, etc. en Europe, et notamment les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 qui sont dans la Baltique, qui viennent de Russie et qui arrivent dans le nord de l'Allemagne, avec une connexion, et ça c'est aussi quelque chose d'assez interpellant, qui est que le terminal gazier de Nord Stream dans la Baltique est directement connecté à un énorme tuyau qui est destiné à alimenter en fait les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, qui est le gazoduc Opal, sur lequel il y a eu toute une série de controverses dont je vais pas entrer au niveau de la politique de concurrence, parce que Gazprom voulait évidemment utiliser à 100% ce beau gazoduc pour avoir une position dominante dans les pays voisins, et la Commission n'a pas été très bonne là-dessus, je peux dire. Donc là, on a à peu près 55 BCM dans chaque tuyau, mais bon, Nord Stream 2, qui aurait dû entrer en fonction, en fait, a juste été interrompu au moment où il allait entrer en fonction. Et puis on a Yamal qui vient de Biélorussie au nord, et puis on a le gros gazoduc qui traverse l'Ukraine et qui a causé toutes les crises russo-ukrainiennes en l'hiver 2005-2006, où on a eu une interruption de gaz totale dans ces pays qui sont alimentés par ce gazoduc, qui d'ailleurs s'appelle Fraternité, je crois, Brotherhood, en tout cas en anglais, assez cocasse. Et puis on a des gazoducs qui traversent la mer Noire, qui amènent du gaz par Turkish Stream, et qui se baladent après en Turquie dans un gazoduc qui s'appelle TANAP, Trans-Anatolian, je crois, et puis qui traverse l'Adriatique avec le TAP, Trans-Adriatic Pipeline, pour arriver vers la Grèce, et puis par le sud de l'Italie, par les Pouilles, vers l'Europe, avec un grand hub à Baumgarten en Autriche. Alors, quand on fait pas ça par gazoduc, ou que les gazoducs fonctionnent plus, on utilise du transport maritime, et là on est obligé de faire la liquéfaction avant de mettre sur le bateau, et ensuite de la regazéification avec d'énormes pertes d'énergie et des émissions importantes aussi, qui sont notamment dues à la fois au fait que le système n'est pas efficace et consomme de l'énergie. Pour compresser ça, je crois que c'est 1 sur 600, non, c'est 1/600e, le gaz liquide. Les ingénieurs me diront non, si vous n'êtes pas d'accord, parce que je suppose qu'il y a plein d'ingénieurs ici. Moi, je suis pas ingénieur, donc Alors, pour le gaz, on a du stockage, c'est ce qu'on appelle du stockage technique, c'est-à-dire que du stockage qui sert un peu pour les opérateurs du secteur à lisser leurs ventes au cours de l'année. Et donc, pendant l'été où il n'y a pas beaucoup de consommation, mais où le gaz est très bon marché, ils remplissent leurs stocks pour pouvoir les vendre. Et donc, en fait, on n'a pas eu jusqu'à présent besoin vraiment d'obligation de stockage en Europe, parce que gérer une installation de stockage a toujours été une activité rentable, puisqu'on pouvait jouer sur la saisonnalité du gaz. Alors évidemment, avec ce qui nous arrive de Russie, c'est tout à fait la même situation qui se présente. Donc pendant la crise, on a réglementé les stocks de gaz, et on a donc imposé l'année dernière que les États membres remplissent à au moins 80% leurs installations, et cette année-ci, ça va être 90%, et la question, ça va être comment on va remplir les installations pour l'hiver prochain, en croisant les doigts d'avoir un peu plus de disponibilité du nucléaire, etc., etc. Alors, il y a pour le gaz des réglementations spécifiques au niveau européen, qui portent qui sont en réalité
très semblable, mutatis mutandis, aux réglementations qui existent pour les marchés d'électricité, mais en beaucoup plus simple, si je peux dire. Donc, avec essentiellement des règles d'accès au marché, d'accès aux infrastructures, des règles sur l'accès aux interconnexions. On a des règles qui obligent les États membres à avoir des flux renversés de frontières, puisque historiquement, les gazoducs fonctionnaient dans un sens, essentiellement donc d'où venait la source extérieure, et dans le marché intérieur, et aussi pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, on a heureusement prévu des flux renversés qui permettent, quand un État membre manque de gaz parce que sa source qui fait défaut, de pouvoir être approvisionné par d'autres États membres, ce qui n'était pas le cas quelques années auparavant. Et donc, quelque part, pour beaucoup d'aspects, on peut dire que l'Europe était quand même un peu préparée, pas assez préparée parce qu'on n'a pas prévu l'ampleur de la crise, mais il y avait toute une série de mesures qui avaient déjà été prises sur la sécurité d'approvisionnement. La demande, on en a parlé hier, et là on a une dépendance de l'Union européenne de 83% aux importations par rapport à notre consommation, avec, comme j'ai dit, la Russie qui est notre première source d'approvisionnement. Notre deuxième source, c'est la Norvège. Viennent ensuite l'Algérie. Les États-Unis sont devenus une source très importante depuis le gaz de schiste, le pétrole de schiste. C'est aussi une nouveauté, mais je suppose qu'on va en parler aussi avec la géopolitique, qui a quand même assez bien modifié aussi les marchés. Alors, c'est aussi un produit qui subit des fluctuations de prix, on l'a vu tout à l'heure, qui sont liées à la saisonnalité, mais aussi à l'activité économique, à la disponibilité des autres sources nucléaires et autres, au prix du carbone, à la géopolitique dont on va parler. Et pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre, on est à 240 grammes. Ce sont des moyennes sur tous les types d'installations de production d'électricité. Il y a évidemment des centrales plus efficaces, moins efficaces, c'est une moyenne. Donc j'ai pris cette moyenne qui, je crois, est celle qui est publiée par l'ADEME, si j'ai bon souvenir. Et les émissions sont pas seulement des émissions de CO2, mais aussi des émissions de méthane sur lesquelles il y a maintenant une réglementation européenne aussi qui est en discussion et qui porte surtout sur les déclarations des émissions et sur les mesures de ces émissions. La chose assez curieuse sur les émissions de méthane, assez interpellante sur les émissions de méthane, c'est que la plupart de ces émissions, il serait rentable pour les entreprises de les résoudre parce que ça réduirait leurs pertes et ils pourraient vendre plus de gaz. Ça coûte pas très cher de réparer les fuites de gaz, mais assez curieusement, on a encore d'énormes fuites qu'on voit très bien par les photos satellites. On appelle des plumes de gaz, c'est un beau mot pour quelque chose d'assez laid quand même, je trouve. Et puis tous ces nouveaux développements, puisque on va probablement avoir encore besoin de gaz dans le système énergétique, mais de plus en plus, comme on doit décarboner le système, on va voir apparaître en remplacement du gaz naturel pour éviter les émissions, le développement de biogaz, avec toutes les questions que ça pose sur la soutenabilité de tous ces produits d'ailleurs bio. Il y a toute la question de l'hydrogène, qui est un énorme dossier, et évidemment des technologies, comment on va encore utiliser du gaz, des technologies de capture du carbone et de stockage ou d'utilisation de ce carbone. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous m'interrompez. Non ? Parce que... Alors, bon, petit graphique assez rapide, mais qui est en fait peut-être pas très 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 lisible, mais qui permet quand même de voir dans le graphique du dessus, qui est celui sur le stockage. Le second, ce sont les injections dans les réserves, les réserves de gaz, et le dernier, ce sont les retraits. Et là, on voit bien cette saisonnalité des quantités de gaz dans le réseau qui sont en phase ou en contrephase avec les injections et les retraits. Donc,
des retraites qui se situent en Angleterre, entre les points de l'Angleterre, et de remplissage, et de petites choses, bref, là, qui se situent pendant l'été, et voilà, les situations. Et là, on voit bien ce qui s'est passé en 2021-2022, où on avait des remplissages très bas par rapport à cette ligne noire et la capacité totale de stockage. Bon, je trouvais que c'est pas un très très bon graphique, mais il est peut-être, je sais pas si au fond on voit bien, mais je trouve que ça donne une bonne visualisation de ce qui se passe. La capacité de stockage au niveau européen est entre 20 et 25% de notre consommation annuelle. Alors, je passe... non, c'est pas ça. Ah, je peux par là, avec ça. Ah, qu'est-ce que la technologie? Ok, alors, l'électricité, alors, je suppose que personne d'entre vous n'a de doute sur le fait qu'on n'est pas là dans les sources d'énergie, mais bien dans un vecteur énergétique, dont le stockage est difficile. Je l'ai dit. Alors, une des difficultés de l'électricité, c'est qu'on a un réseau qui est réglé sur une fréquence de 50 Hz, qui est la fréquence du courant alternatif, qu'il faut maintenir à tout prix dans un certain range qui, à ma connaissance, est de 0,2 et 0,5, on est vraiment dans des problèmes. Je crois à moins 0,5 plus 0,5, on est vraiment, on risque d'avoir des blackouts. Et je pense que les gestionnaires de réseau essaient de maintenir ça à plus ou moins 0,2, donc on est vraiment à un millième de sensibilité. Et pour maintenir cette fréquence, on doit avoir sous le réseau, et ça c'est vraiment le gros problème du système électrique, on doit avoir sous le réseau à tout moment un équilibre entre l'offre et la demande. Donc ce qu'on injecte sur le réseau doit à tout moment être égal à ce qu'on retire du réseau, c'est ce qu'on appelle l'équilibre, l'équilibrage, l'activité, c'est l'équilibrage du réseau. Alors le marché est essentiellement national et régional, il y a très peu d'importations de l'Union européenne, et on dépend là entièrement des réseaux pour transporter cette énergie. Donc c'est pas une énergie que vous pouvez transporter par bateau, etc., sauf exception sous forme d'hydrogène, dans une batterie, etc., mais ça reste extrêmement limité, et on a donc un très grand niveau de régulation au niveau européen. Alors une des choses importantes comme conséquence de ces quelques lignes, un produit qui a un stockage difficile, c'est aussi un produit qui a une valeur très différente dans le temps. Donc on a vu que c'est déjà le cas pour le gaz, mais c'est encore plus le cas pour l'électricité. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Je pense que j'ai tout dit. Ah oui, peut-être aussi une chose importante quand on est du côté marché intérieur ou consommateur d'énergie, les petits électrons sont tous les mêmes. Donc, quand j'explique ça à mes étudiants, je leur dis c'est comme un milkshake. Parce que parfois, les gens me demandent mais moi j'ai acheté de l'électricité verte. Et je voudrais être sûr que cette électricité verte, elle arrive chez moi. Ah ben non, pas de chance chez vous, c'est des petits électrons, ils sont tous les mêmes. Et je leur dis, c'est comme les milkshakes aux fraises. Quand on a un milkshake aux fraises, ben les fraises, elles sont plus là. Pourtant, quelqu'un a mis les fraises dedans. Ben, l'électricité qui arrive chez vous, c'est comme le milkshake aux fraises. On sait combien de fraises il y a dedans, mais vous avez le mélange. Ok? Donc, c'est important à garder à l'esprit. C'est aussi un produit qu'on peut pas contrôler à la frontière. On peut pas mettre des douaniers à la frontière pour arrêter les flux d'électricité. On a au niveau européen une plaque de cuivre, on peut appeler ça une espèce de plaque de cuivre unique, et l'électricité, elle circule sur cette plaque. Et une façon de comprendre aussi que j'aime bien
de comprendre qu'on a une plaque unique au niveau européen qui est même dans les pays voisins, y compris les pays des Balkans, par exemple. C'est de se souvenir qu'on a eu, il y a, je crois, 5 ans, 2018, et des gens qui ont meilleure mémoire que moi me corrigent, parce que moi j'ai noté, là je devais dire Kosovo et Serbie, mais j'ai pas noté la date. Mais je pense qu'en 2018, en début 2018, il y a eu une petite bagarre entre le gestionnaire de réseau serbe et du réseau électrique kosovar. Normalement, c'est le gestionnaire de réseau serbe qui est responsable de l'équilibrage du réseau. Mais comme il a empêché les Kosovars d'acheter du renouvelable en Albanie, qui était moins cher, les Serbes ont refusé d'équilibrer le réseau. Et donc, pendant plusieurs semaines, comme ça, ce réseau est resté localement à une fréquence trop basse. Mais ça se limite pas au réseau au Kosovo ou en Serbie. Ça a fait en sorte que tout le réseau européen était à une fréquence un peu trop basse. Et ceux d'entre vous qui avaient soit un réveil branché sur l'électricité, donc qui tourne avec la fréquence électrique, ou je sais pas, ou une horloge sur votre four, vous avez dû remarquer que à peu près un peu plus tard, je crois début mars, si j'ai bon souvenir, on en était à 6 minutes de retard. Tout ça parce que au Kosovo, il y a un petit souci. Donc, on a bien une plaque unique. C'est important de comprendre ça, pour comprendre la difficulté de gestion du réseau au niveau européen et l'importance qu'on ait des règles communes au niveau européen, parce que quand quelqu'un fait des bêtises quelque part, ça se propage sur le réseau puisqu'il n'y a qu'une plaque de cuivre, pour employer une expression concrète. Et ça, je pense, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, pour le réseau électrique, est vraiment la première chose à comprendre. Alors ensuite, l'autre chose, et je vais le montrer tout de suite sur un graphique, c'est que dans le domaine de l'électricité, on a des tas de marchés différents. Alors évidemment, on a, comme toujours, on a un marché de gros et un marché de détail. Ça, c'est aussi vrai pour les cacahuètes. Et sur le marché de détail, bien entendu, les prix reflètent les prix de gros, mais aussi les coûts de réseau, donc c'est équivalent au coût de transport pour les cacahuètes, et puis toutes les taxes et les prélèvements. Donc, bien entendu, un prix de détail qui est à peu près facilement 3 fois le prix de gros en temps normal. Alors, pour le moment, on a fait un tas de dérogations aux règles fiscales, etc., et le prix de gros est très élevé, et les coûts de réseau n'ont évidemment pas augmenté en fonction. Mais en temps normal, on est plus ou moins un tiers. Prix d'énergie, plus les réseaux, plus taxes prélèvements, c'est grosso modo, au niveau européen, en tout cas, c'est un tiers. En Belgique, c'est plus bien. Et puis, quand on est sur des marchés de gros, c'est encore plus compliqué parce qu'on a toute une série de marchés, d'abord avec différents horizons temporels, marché à terme, pour des transactions d'ici un mois, un an, un marché spot pour le marché de l'injection demain, de l'injection aujourd'hui. Et puis, à la dernière minute, dans le dernier quart d'heure, je crois en Belgique, c'est maintenant un quart d'heure, on a ce qu'on appelle le marché de l'équilibrage, durant lequel le gestionnaire de réseau essaie de rééquilibrer là où il manque, là où il y a soit trop de production, soit pas assez de production. Et puis, pour compliquer l'histoire encore, on n'a pas que différents horizons temporels, on a aussi des marchés qui sont soit des marchés où on achète et on vend de l'énergie, on a aussi des marchés où on achète des capacités de produire, donc on appelle des marchés de capacité. Et puis on a aussi sur ce marché des services auxiliaires ou ancillaires, je ne sais pas si on dit ça en français, ancillaires, on dit ça, ancillary services, qui sont par exemple des services de restauration de la fréquence. Et puis il y a toutes les règles liées au réseau et aux interconnexions, et je vous montre ça avec différents modes de concurrence entre ces produits, puisqu'on a parfois de la concurrence dans le marché, quand on parle d'échange d'énergie, mais aussi souvent de la concurrence pour le marché avec des enchères pour les capacités de production ou les capacités sur le transport.
Alors, oui, je vais essayer mon truc. Alors, oui, ça marche. Wow. Alors, je vais terminer avec le marché. Alors, j'espère que il faut que je me dépêche. Alors, le marché de l'électricité. Alors, on a depuis 1900, on a eu un Américain qui s'appelait Samuel Insull, qui a développé le premier réseau aux États-Unis, le premier réseau électrique. Puis ce monsieur, il a vite compris que on avait dans ce domaine d'énormes économies d'échelle. Donc, si on avait de grosses centrales de production avec un réseau, on pouvait vendre de l'électricité à beaucoup de monde. Et progressivement, il a construit un monopole. Et ça s'est passé comme ça dans tous les pays où s'est développée l'électricité au départ à partir d'initiatives privées. Et puis on a vu, à des dates différentes, mais grosso modo autour de 1950, les États s'apercevoir de l'importance de ça, à la fois d'un point de vue social, parce que l'accès à l'électricité était quand même important du point de vue social, du point de vue économique, évidemment, pour le fonctionnement des industries, des services. Et ils se sont dit, ça c'est très dangereux, c'est des monopoles, on va acheter, nationaliser toutes ces installations. Et on a vu dans presque tous les pays du monde progressivement avoir de gros monopoles verticalement intégrés et essentiellement publics, avec de la production. Ensuite, on allait sur le réseau de transmission, de transport, je crois qu'on dit en français. Et j'ai mis transport là, non. Distribution, la fourniture, et tout ça dans la même entreprise pour servir des clients. Et qu'est-ce qui se passait là? Essentiellement, on avait le gros monopole public qui, au fond, se préoccupait juste de suivre la consommation des clients. Et les clients, tout ce qu'ils faisaient, c'était attendre leur facture et consommer autant qu'ils pouvaient, puisque de toute façon, le gentil fournisseur peut leur fournir autant d'électricité qu'il fallait, souvent avec des subventions publiques. Et puis, on a, en Europe, eu ce grand projet qui a été lancé par Jacques Delors, un bon socialiste français qui a décidé de la création d'un grand marché unique en Europe, et ne font pas exception à ce marché les secteurs énergétiques, et notamment l'électricité. Et donc, après cette échéance qui avait été fixée en 1992, le 1er janvier 1993, on a commencé à faire des études sur qu'est-ce qui empêchait la création d'un marché intérieur en Europe. Donc, dès le début des années 90, dans les services de la Commission, on préparait l'ouverture de ce marché. Et pour ceux qui connaissent un peu les règles européennes, les fonctionnaires de la DG Concurrence avaient eu cette idée brillante qu'on allait utiliser un article du traité qui permet de dire aux États membres directement: vous devez ouvrir votre marché. Les monopoles, c'est fini, vous ouvrez votre marché. Point barre. Alors là, quand les États membres ont entendu ça, quand le Parlement a entendu ça, il s'est dit non, Commission, nous on veut des propositions législatives, c'est éminemment politique tout ça, vous mettez sur la table des propositions législatives, et c'est évidemment nous qui décidons, Conseil, donc États membres et Parlement. Et donc la Commission a mis sur la table une proposition de directive pour l'ouverture du marché d'électricité, et en parallèle une proposition pour l'ouverture du marché du gaz, qu'il a fallu longtemps pour adopter, puisque celle pour l'électricité a été adoptée en 1996, et elle ne faisait qu'une ouverture extrêmement partielle du marché, puisque ce qu'elle proposait, ce qu'elle décidait, c'était que les gros consommateurs, et de plus en plus moins gros, si on peut dire, avaient le choix de leurs fournisseurs. Donc il n'y avait qu'une petite partie du marché qui était ouvert, qui était le marché pour les très gros consommateurs d'électricité. Et ensuite, on a eu en 2003 une deuxième directive qui, elle, est allée un peu plus loin en disant d'ici 2007, tous les consommateurs, je simplifie parce que ça a été encore d'autres étapes, tous les consommateurs doivent avoir le choix de leur fournisseur d'électricité. Et puis, avec ça, le marché n'était pas vraiment complètement fonctionnel au niveau européen. Et on a eu, en 2009, un troisième paquet qui est venu, lui,
avec d'autres règles qui, notamment, ont créé ce que je vais expliquer tout à l'heure, une agence européenne avec de la coordination au niveau européen. J'y reviens tout de suite avec la gouvernance du système. Alors, un point important dans cette évolution de 1796-2003 à 2009, et qui a été un des points les plus sensibles, c'est la question de ce qu'on appelle le dégroupage, le unbundling. Et c'est ce que montre un peu la deuxième partie de mon graphique, c'est-à-dire qu'une fois le marché ouvert, au moins sur le plan juridique, on avait un dégroupage des activités commerciales, qui sont les activités de production, les activités en rouge. Les activités en rouge sont des activités commerciales, et la fourniture au client final, c'est-à-dire en fait le marché de détail, et les échanges entre les sociétés de production et les fournisseurs sur le marché différent. D'accord? Donc, il fallait séparer ces activités commerciales d'activités de transport et de distribution, le site, que vous pouvez imaginer comme une rivière, et vous imaginez que transport et distribution, c'est un pont, et on est obligé d'y passer. Les producteurs, pour pouvoir atteindre les fournisseurs, ils sont obligés de passer sur ce pont. Et donc, il est bien entendu que si un producteur ou un fournisseur contrôle le pont, il peut empêcher ses concurrents de passer la rivière, qui est une obligation pour pouvoir faire une transaction. Et donc, ça, c'est la logique du dégroupage. Ce dégroupage, il a été très progressif. D'abord, on a eu en 1996 un dégroupage comptable, c'est-à-dire qu'on a demandé à toutes ces entreprises extrêmement intégrées de séparer les comptes, leurs comptes, d'avoir une comptabilité qui sépare la production, le transport et la distribution, notamment la fourniture, notamment pour éviter les subventions croisées, puisque quand on a un monopole, c'est un petit bénéfice, et donc influencer les marchés de fourniture, le marché de distribution en amont. Et puis on a eu en 2003 le dégroupage qui a dû être un dégroupage juridique, c'est-à-dire qu'il fallait des entités juridiques séparées. Et puis en 2009, on avait proposé un dégroupage pour la propriété, et là on s'est heurté à des États membres qui ont dit mais nous on a une constitution qui ne peut pas faire atteinte à la propriété, donc ils ont trouvé toutes sortes d'alternatives. Donc je vous passe le détail pour avoir un équivalent d'un dégroupage de propriété. Donc il y a quand même plusieurs États membres, notamment la France, qui a toujours pas un dégroupage de propriété, ce qui facilite pas tellement les choses. Alors pourquoi on doit tellement réglementer le marché? Il y a des tas de raisons. La première, c'est qu'il y a des monopoles naturels. La seconde, j'y ai fait allusion tout à l'heure, c'est que les marchés ils répondent pas à tous les biens publics, à tout l'intérêt public. Donc, si on veut orienter les marchés vers des marchés plus décarbonés, ça se fait pas naturellement. Et puis, il y a des marchés qui existent pas naturellement, comme le marché de quotas d'émissions, etc. Et puis, il y a des effets redistributifs des marchés. On voit que les marchés, que le prix de l'électricité ou du gaz, le prix de l'énergie en général touche beaucoup plus les populations vulnérables. Et donc, il y a des obligations dans les réglementations européennes que les États membres doivent traiter par des mesures sociales des populations vulnérables, ce qu'on appelle la pauvreté énergétique. Il y a aussi des obligations de service universel qui n'est pas naturel. Donc les gestionnaires de réseau ont une obligation de connecter tout le monde au réseau. Ils ne peuvent pas vous refuser, même si votre maison est un peu loin, ils ne peuvent pas vous refuser de connecter au réseau. Donc toute une série de choses que le marché ne fait pas logiquement et qui nécessitent de la réglementation. Donc c'est pas qu'on est libéralisé sans plus réglementer. En réalité, ce qu'on a fait, c'est re-réglementer au niveau européen ce qui était réglementé au niveau national. Alors, par là. Alors, les acteurs sont extrêmement nombreux. On a des producteurs. Alors, j'ai mis un peu les producteurs belges, mais à ces producteurs classiques, il faut ajouter nous-mêmes, les ménages, les entreprises et puis les collectivités qui peuvent créer des communautés de production d'électricité. Et puis on a les gestionnaires de réseau, donc le transport en Belgique c'est Elia,
qui est active en Allemagne, par exemple, sous 50 Hz, c'est ça, 50 Hz dans le nord-est de l'Allemagne, c'est aussi Elia qui gère ça. Des entreprises de distribution, donc en Belgique, on a Sibelga à Bruxelles, je sais plus comment ça marche, Ores, c'est juste en Wallonie, Reza en Flandre, puis on a la Régie du Bois, etc. Et puis on a toute une kyrielle de fournisseurs, donc des gens qui soit sont aussi producteurs, et là un fournisseur peut être producteur, donc on a certains fournisseurs qui sont des producteurs, et d'autres fournisseurs qui se fournissent, qui se créent un portefeuille sur les marchés. Donc ça c'est important de comprendre que dans les fournisseurs, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement leur production à eux, ils achètent sur les marchés un éventail éventuellement varié de fournisseurs. Et puis il y a d'autres opérateurs qui sont des gestionnaires de bourse, et je reviens tout de suite. Et puis il y a d'autres acteurs qui sont ce qu'on appelle par exemple des agrégateurs, qui sont des opérateurs qui vont aller chez initialement des gros consommateurs qui sont prêts à réduire leur production ou apporter cette réduction de production pour l'équilibrage du réseau. Et donc ils rassemblent un portefeuille de clients qu'ils rémunèrent pour réduire leur consommation. Donc ça, ce qu'on appelle des agrégateurs, qui sont des nouveaux acteurs sur ce marché. Alors après, il y a les acteurs de la gouvernance, donc le législateur européen, j'en ai déjà parlé, que le Conseil et le Parlement, et la Commission qui, elle, par fonction, doit contrôler l'application des règles. Et puis on a créé en 2009, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, on a créé en 2009 une agence européenne pour la coopération de tous les régulateurs nationaux de l'énergie. C'est pas une agence, donc c'est loin d'avoir le pouvoir qu'a par exemple la FERC aux États-Unis. La FERC aux États-Unis, c'est elle qui décide, elle ne demande pas d'avis de personne. Elle impose ses règles à tous les régulateurs locaux, sauf les Texans qui sont déconnectés, mais c'est aussi pour ça qu'ils ont eu des problèmes il y a 2 ans. Elle peut pas non plus dire aux Allemands, écoutez, Nord Stream 2, c'est pas une bonne idée parce que c'est contraire à ce côté d'approvisionnement. C'est aussi un peu lié à ce qu'il y a dans le traité, mais bon, je vais pas entrer là-dedans tout de suite. On a dans cette agence en fait 39 régulateurs, puisque comme je l'ai dit, la plaque de cuivre est plus grande que les 27 États membres, et qu'on a aussi des régulateurs régionaux. Et puis on a au niveau national toute une panoplie de régulateurs qui doivent être indépendants à la fois du gouvernement et de l'industrie. Donc c'est important, ce sont des régulateurs indépendants. En Belgique, au niveau fédéral, c'est la CREG, et on a la chance d'avoir 3 régulateurs régionaux, ce que même la grande France n'a pas, elle n'a qu'un régulateur, qui est la CREG. Alors, comme je disais tout à l'heure, on n'a qu'une grille, donc il faut bien coordonner la gestion locale, et donc on a créé au niveau européen des acteurs qui coordonnent les gestionnaires des réseaux de transport et les gestionnaires des réseaux de distribution. Donc on a, alors j'ai mis l'acronyme, je m'aperçois seulement maintenant que j'ai mis l'acronyme anglais. Alors c'est European Network of Transport System Operator, donc le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport. Et puis il y a de l'autre côté une entité qui s'appelle EU-DSO, DSO étant Distribution System Operators, donc qui est une sorte d'agence qui rassemble les opérateurs de distribution. Donc, comme je l'ai dit, là, les GRT, les gestionnaires de réseaux de transport, en Belgique, il y a, en France, RTE, chaque pays a son gestionnaire pour sa zone. Et puis, on a les gestionnaires de réseaux de distribution, les GRD, qui sont Sibelgas et Enedis. Et là, il y a au niveau européen énormément de distributeurs différents. On a à peu près 2500 GRD en Europe. C'était énorme et leur rôle va augmenter avec justement cette décentralisation de production d'électricité. Et il y en a pour le moment que c'est une toute nouvelle agence qui a été créée par le dernier paquet de législation
Et donc, on est seulement encore à 900 membres, ils ne sont pas encore tous membres. Alors, toujours pas de questions. Alors, la question qui fâche, la question du prix au coût marginal et l'ordre de préséance. Alors, ne regardez pas trop le graphique, il est plus pour des objectifs pédagogiques pour la réalité, parce que, par exemple, actuellement, je pense que la production de charbon est plus chère que celle de gaz, avec la baisse du prix du gaz, du moins après les calculs que j'ai faits ce matin, même si on ajoute le prix du carbone et tout ça, le gaz est moins cher. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce graphique? C'est que sur les marchés de gros, les offres se font au coût marginal. Alors, on a certaines productions comme l'éolien, l'hydraulique, le nucléaire, qui sont des productions pour lesquelles les coûts de capital, les coûts d'investissement initial sont très importants, mais les coûts pour produire une unité supplémentaire, c'est-à-dire les coûts marginaux, sont en fait très bas. Et donc, dans ce jeu à coût marginal, et avec l'ordre de préséance, ce sont ces productions-là qui entrent en premier lieu sur le marché, qui sont appelées en premier lieu par le gestionnaire de réseau pour satisfaire la demande qu'il y a de l'autre côté. La demande qui se trouve là, à ce niveau-là. Si la demande est là, eh ben, on va avoir besoin d'un peu de gaz. Et si ma demande descend, on va avoir besoin de centrales moins chères. Si ma demande descend encore, on utilise des productions plus propres. D'où le double intérêt de réduire la demande, parce que plus on réduit la demande, en général, plus malgré, comme je vous dis, le charbon devrait être inversé avec le gaz, plus on a des productions propres. Alors on a là-dedans des caractéristiques assez particulières, qui est que l'éolien et l'hydraulique qui est là, celui qui est là, sont ce qu'on appelle des productions fatales. C'est-à-dire, l'hydraulique qui est là, c'est ce qu'on appelle l'hydraulique au fil de l'eau. C'est-à-dire, il n'y a pas, c'est de l'électricité produite sans réservoir de barrage, sans barrage, et qui donc sont des productions qu'on peut pas arrêter. Comme l'éolien, quand il y a du vent, les éoliennes elles tournent, il y a des moyens, il y a évidemment des moyens de sécurité de les défaire, de les débrancher, mais essentiellement c'est la production fatale dans le sens que si on les débranche, cette production est perdue pour le réseau, on est obligé de les débrancher. Alors par contre, il y a d'autres types de barrages qui sont soit les barrages à un réservoir qu'on peut lâcher quand on veut, donc ils peuvent servir de réserve au moment de l'équilibrage, et on a aussi certains barrages qui peuvent servir de stockage parce qu'ils ont deux réservoirs. Donc, on peut repomper l'eau du second réservoir vers le premier réservoir et c'est une source importante de stockage de l'électricité. Alors, par contre, les centrales, par opposition à ce que j'ai dit au début, on a des productions avec des coûts du capital élevés et des coûts opérationnels très bas, qui sont celles-ci. On a à l'inverse ici des productions thermiques dont les coûts marginaux sont élevés puisqu'ils sont liés au carburant qu'on doit utiliser pour produire cette électricité. Plus le coût du carbone. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'application de RTE. Alors, toutes mes excuses avec Elia. Il y a aussi une application Elia, mais je trouve qu'elle est moins visuelle que celle-ci. Donc, moi, j'utilise beaucoup l'application du gestionnaire de réseau d'électricité français. Et je vous conseille, si l'électricité vous intéresse, c'est vraiment une appli extrêmement bien faite qui s'appelle Eco2 Mix. Vous pouvez la placer très facilement sur votre portable et elle vous donne une mine d'informations et notamment, elle vous permet... Alors là, j'ai pris le jour d'avant, donc j'ai regardé au 31 janvier quelle avait été la situation de production et de consommation au 30 janvier. Donc là, j'ai toute la journée, parce que si j'avais fait ça le jour même, aujourd'hui, à l'heure où je regarde. Donc vous avez d'heure en heure, vous voyez. Alors, quel est le problème qu'on a? Alors, si vous regardez ici, vous voyez que cette courbe là-haut,
la limite là, ça montre l'évolution de la consommation totale au cours de 24 heures. Donc ça vous donne une idée déjà de la difficulté au niveau de la consommation qui est extrêmement fluctuante, avec des pointes de consommation le matin, quand les gens prennent leur petit déjeuner, mettent la vaisselle en marche, etc. Et puis ils rentrent le soir, et rebelote, ils font la cuisine, etc. Et en hiver, c'est souvent beaucoup plus élevé. Donc ce sont les deux moments de la journée où on a souvent des tensions sur le réseau et où l'électricité coûte beaucoup plus cher. Et vous voyez bien que la nuit, on a une consommation beaucoup plus basse. Et donc on vous encourage à consommer la nuit si vous voulez des prix plus bas. Et puis l'avantage de cette appli, c'est que vous voyez aussi la composition des productions. Donc vous voyez par exemple que les productions variables, que sont le solaire, qui est ici, pendant les heures d'ensoleillement. Donc c'est cette tache orange foncée, là, du matin, début de soirée. Et puis vous voyez l'éolien, il y a eu beaucoup de vent ici, puis il y a eu je pense que d'où est mon point, là. Et puis voilà, il y a moins de vent, Donc le gestionnaire de réseau, il doit gérer d'un côté une consommation qui est fluctuante et de l'autre côté certaines productions qui arrivent sur le réseau et qui sont aussi variables. Ça, c'est tout le défi de la gestion du réseau. Alors je vous passe, vous voyez bien, vous avez vu le nucléaire qui en France est revenu quand même à une consommation substantielle. Le bleu c'est l'hydraulique, le rouge c'est, je sais pas, le rouge c'est le gaz, hein, oui. Et là, le gris, c'est les importations. Ouais. Sur RTE, le gris, c'est toujours les importations. Là, elles sont, quand sont des importations, elles sont là. Et là, si vous regardez le truc, les exportations, elles sont mises en dessous de la barre. Puisque c'est pas de la consommation nationale. C'est de la production, mais c'est pas de la consommation nationale. Alors, j'arrive au bout. Alors, comment adapter le marché à cette situation? Alors, qu'est-ce qu'on a fait au niveau européen? On a essayé d'avoir des marchés qui fonctionnent. Donc, comme j'ai dit, il y a une suite de marchés dans le temps, et avoir des marchés qui fonctionnent le plus proche possible, le plus longtemps possible avant l'injection. Donc, on a, comme j'ai expliqué tout à l'heure, un marché à terme, et puis on a un marché journalier avec des offres sur le marché qui, à midi, sont clôturées avec compensation et règlement par le gestionnaire de la plateforme, de la bourse, qui, pour les marchés journaliers et infrajournaliers ou intrajournaliers, doit être ce qu'on appelle un NEMO, c'est-à-dire un opérateur de marché de l'électricité nominated en anglais, désigné en français, qui travaille main dans la main avec le gestionnaire de réseau de transport, parce que, contrairement au marché à terme où là, vous avez sur les réseaux de transport, il y a en fait une enchère qui est explicite. Sur le marché à court terme, donc marché journalier et intrajournalier, vous obtenez les capacités en même temps que la transaction. Donc on a quelque part une enchère, on peut dire une enchère implicite, vous direz, je regarde toujours madame, parce que je me dis qu'elle connaît, ça me dit comme moi, je suis là en train de se demander. Donc voilà. Alors après on a un marché, ce qu'on appelle le marché de l'équilibrage. Alors d'abord j'ai mis une heure là, mais une heure c'est dans certains pays. En Belgique c'est un quart d'heure. Il y a des pays où c'est une demi-heure. Le marché se clôture avant le temps T. Ok. Et là, qui reprend la main, c'est le gestionnaire du réseau de transport. Et lui, à ce moment-là, si le réseau n'est pas entièrement équilibré, il va faire appel à des réserves. Et ces réserves, elles sont partagées au niveau européen. D'ailleurs, ces marchés sont européens et les règles servent à faire fonctionner ces marchés au niveau européen. Et là, ils utilisent, on a développé des plateformes qui sont ici. Une plateforme pour échanger des réserves automatiques, une plateforme pour échanger des réserves manuelles,
et une troisième plateforme pour des réserves de restauration de la fréquence. Alors, je reprends le même graphique et je le complète pour pas vous affoler dès le début. Alors, je sais pas si, j'espère que c'est clair, mais j'ai essayé de faire le plus clair possible. Donc, le marché dont je viens de parler, c'est un marché où on échange de l'énergie. Et en réalité, sur ce marché, on a déjà des activités d'achat de capacité, puisque dans le marché du téléphone, le TSO, il y aura des enchères préalables dans lesquelles il achète des capacités d'équilibrage. Donc, il achète de l'énergie, il achète des capacités. Et si ces capacités sont utilisées pour l'électricité, le producteur reçoit en plus une compensation de l'énergie qui est beaucoup marginale. D'accord? Parce qu'il a déjà été rémunéré pour sa capacité sur le marché de capacité d'équilibrage. Et puis, il y a un marché des droits de transport en long terme, et comme j'ai expliqué, sur les court terme, ces droits de transport sont liés à chaque transaction. Donc, il n'y a pas une séparation entre les droits de transport et l'énergie. Et puis, on a toutes les corrections qui ont été effectuées. Je vais pas entrer dans les détails, mais peut-être mentionner encore un autre type de capacité de réserve que les États membres peuvent avoir l'autorisation d'avoir s'ils peuvent trouver qu'ils n'ont pas assez avec les autres types de réserve. Mais ce qui est important, c'est que pratiquement tous les États membres ont développé ce qu'on appelle des marchés de capacité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on a eu, il y a quelques années, d'abord un développement du marché. On a d'abord eu la crise économique qui s'est combinée avec le développement des gaz de schiste aux États-Unis, qui s'est combinée avec la croissance des renouvelables avec beaucoup de subventions. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est que sur le marché de l'électricité, l'effet combiné de tous ces facteurs a fait en sorte que beaucoup de centrales de gaz sont sorties du marché parce que c'était pas rentable. Si vous vous souvenez mon graphique de tout à l'heure, si tout ça augmente, et surtout grâce aux subventions, il y a beaucoup de centrales qui sortent du marché. Or, on a besoin de ces... Parce qu'on les utilise pas assez souvent, on les utilise que dans les périodes de pointe. Et donc, elles sortent du marché. Donc, les États membres, bon, à ce moment-là, on avait largement suffisamment de capacité, mais si on regardait à 10 ans, il était clair qu'on avait un risque de ne pas pouvoir couvrir les pointes de consommation, et donc les États membres ont développé ce qu'on appelle des marchés de capacité, c'est-à-dire qu'ils ont rémunéré des centrales essentiellement au gaz pour qu'elles restent en fonctionnement, ce qui veut dire qu'elles doivent rester prêtes, donc on finit d'être chaudes, disponibles, ça veut, je sais pas si ça veut, c'est clair pour tout le monde, ça veut dire disponible, ça veut dire que vous pouvez intervenir tout de suite, donc il ne faut pas vous chauffer pendant des heures. Et le mot-clé dans l'évolution du marché de l'électricité en Europe, et je vais un peu terminer là-dessus pour passer à la crise rapidement, c'est la flexibilité. En réalité, sur ce marché, on veut plus de flexibilité pour adapter aux renouvelables à travers d'abord la possibilité qui est donnée de faire des offres très proches du moment de production, c'est-à-dire à un moment où on connaît mieux la météo. Donc ça facilite l'inclusion des renouvelables, parce qu'à ce moment-là, on sait s'il va y avoir du vent, du soleil, etc. Donc ces producteurs-là peuvent entrer sur le marché. S'ils pouvaient seulement entrer 3 jours avant, catastrophe. Et il faut savoir que quand vous avez fait une transaction sur le marché, vous avez offert ou acheté, vous êtes responsable des déséquilibres que vous causez. Et vous êtes responsable individuellement. Que vous produisiez du renouvelable, de l'éolien, du nucléaire, etc. Vous êtes ce qu'on appelle un BRP, c'est pour le nom gros. Un BRP, c'est-à-dire Balance Responsible Party. Et donc, qu'est-ce qui se passe après cette phase du marché d'équilibrage? C'est que le TSO, lui, il a dû dépenser de l'argent pour assurer l'équilibre du réseau, puisque vous avez failli dans vos engagements. Parce que normalement, le réseau, il devrait être équilibré la veille.
ou avant quelques heures avant l'injection. Et donc, après ça, il y a ce qu'on appelle un règlement des déséquilibres, où toutes les parties responsables des déséquilibres vont devoir payer pour les déséquilibres qu'ils ont causés. Et là, ils payent plein pot au coût réel de l'énergie au moment où on a dû l'utiliser, c'est-à-dire cher, puisqu'on a dû payer les capacités pour qu'elles restent actives, plus les coûts marginaux qui, en général, sont des coûts liés au coût du gaz ou souvent au coût du gaz en réalité. Ok, alors, je termine avec la crise actuelle. J'espère qu'on aura le temps de questions. Alors, mesures d'urgence, je vais aller rapidement pour la crise, parce que c'est tellement complexe, c'est juste pour vous donner un parfum de crise, un parfum de solution. Alors, dans la crise, on a pris des mesures d'urgence, qui étaient d'abord des mesures sociales pour soutenir les ménages et les entreprises en difficulté. Ensuite, on a appliqué notre priorité au niveau européen, on le répétera jamais assez, qui est la réduction de la consommation, que ce soit par la sobriété ou par l'efficacité énergétique. Il y a eu des obligations de réduction de consommation du gaz et de réduction de consommation de l'électricité, donc deux règlements différents qui ont été adoptés sur base de règles du traité qui permettent d'adopter des règlements temporaires dans des situations d'urgence en cas de problèmes de sécurité d'approvisionnement. On a rempli leur stock, je l'ai dit, on a développé des sources alternatives et il y a eu aussi toute une série, dans le désordre, d'interventions dans le marché. Chaque État membre a intervenu sur le prix de détail avec des réglementations de prix, sur les prix gros, des plafonds, sur le prix du gaz utilisé pour la production d'électricité en Espagne, en France, il y a eu toute la gamme possible des interventions, des prélèvements sur les recettes inframarginales. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que le prix, j'ai oublié de dire un truc essentiel, que le prix qui se fixe sur le marché est le prix de la dernière production qui entre sur le marché et qui sert à équilibrer le marché. Donc, c'est souvent la production de gaz. Et ça veut dire que toutes les autres productions dans mon graphique de couleurs, là, les blocs de couleurs, elles reçoivent ce montant-là. Mais ceci dit, ce système, il permet d'avoir d'abord une production efficace, puisqu'on utilise toutes les productions les moins chères en priorité. Deuxièmement, comme ce sont des coûts marginaux, ça veut dire que les éoliens, le nucléaire, ils rentrent pas dans leur coût d'investissement. Et donc, ils ont besoin d'obtenir des financements supplémentaires pour, sur le long terme, pouvoir aussi financer leur capital. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la crise? C'est qu'avec le prix du gaz très élevé, ces productions ont reçu des rémunérations extrêmement élevées. Et donc, certains États membres, et dans les règles européennes aussi, on a autorisé de prélever sur ces recettes au-delà d'un certain seuil qui, au niveau européen, était fixé à 180 €. Et ces recettes ont permis aussi de redistribuer l'argent aux consommateurs qui en avaient besoin. On a aussi agi sur la question de la référence du TTF, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans ces détails, mais je voudrais quand même qu'il y ait quand même une question. Le problème de toutes ces mesures d'intervention sur le marché, c'est que d'abord, c'est des mesures qui vont à l'encontre de l'objectif de réduction de la consommation et qui ne répondent pas non plus aux causes de la crise. Et donc, on est en train, actuellement, de réfléchir à comment réformer le marché électrique pour le plus long terme. Et là, je pense qu'il y a deux grandes pistes qui se dessinent. Il y a d'abord d'améliorer le fonctionnement du système pour avoir plus de flexibilité dans le système, donc une participation plus large de ce qu'on appelle demand response, c'est-à-dire l'activation de la demande, ce dont je parlais tout à l'heure, les agrégateurs, donc y compris des gens comme nous qui sont prêts à déplacer leur production en dehors des heures de pointe, des consommateurs comme nous, pardon. Mais à mon avis, ça demande de meilleurs outils, donc il faut absolument qu'au niveau européen, on déploie de meilleurs outils. Il ne faut pas faire ça si vous n'avez pas un compteur vraiment intelligent, pas les compteurs soi-disant intelligents qu'on a placés dans certaines régions que je ne mentionne pas. Il faut développer le stockage, qui a déjà accès au marché. Le demand response a aussi déjà accès au marché. Les véhicules électriques qui peuvent aussi jouer un rôle pour réinjecter l'électricité des batteries à des moments où on a besoin de production sur le réseau, des moments de pointe de consommation.
Il faut évidemment adapter les réseaux. D'abord, adapter les réseaux au fait que les énergies renouvelables sont décentralisées, donc il va falloir de nouvelles connexions, à la fois vers des installations commerciales qui doivent être connectées, notamment en mer du Nord, mais aussi pour développer plus les réseaux de distribution, puisque beaucoup de production de renouvelables, au lieu d'arriver comme les productions thermiques classiques sur le réseau de transport, arrivent sur le réseau de distribution. Donc, il faut activer tout ça, donner des rôles supplémentaires. Donc, il y a pas mal de choses à faire pour améliorer le fonctionnement du système avec plus de renouvelables. Et ensuite, je pense qu'on va vers ce qu'on appelle des marchés hybrides, c'est-à-dire des marchés où on a des contrats d'électricité, des contrats aussi de hedging, donc qui donnent des sortes de garanties sur les prix dans le contrat. Alors, une sorte de contrat qui existe déjà, mais qu'on pourrait généraliser plus, ou du moins utiliser plus, ce sont ce qu'on appelle les contrats d'écart compensatoire, les contractual difference, on appelle ça en anglais, qui sont, pour faire simple, qui sont des contrats où les contractants fixent un prix pivot. Le producteur doit aller vendre sa production sur le marché. Si sur le marché, il n'obtient pas ce prix pivot, l'autre partie, qui est en général l'État, compense. Si par contre, ils obtiennent sur le marché plus que ce prix pivot, ils doivent repayer à l'État. Et c'est comme ça que l'État français, durant la crise, a touché des milliards d'euros parce qu'ils avaient ce type de contrat avec des producteurs de renouvelables et avec les prix qui ont flambé. Tous ces producteurs de renouvelables ont dû rembourser à l'État français ce qui dépassait le prix pivot qui avait été fixé dans le contrat. Et puis, il y a tous ces accords d'achat d'électricité qui, pour le moment, représentent, l'année passée, c'était à peu près 10-15% de nouveaux investissements de renouvelables. Donc, c'est une façon d'encourager les investissements renouvelables et qui sont, pour le moment, essentiellement des contrats d'achat entre des producteurs de renouvelables et de gros consommateurs, avec soit l'utilisation du réseau, soit de la production sur site avec un réseau privé. Il faut probablement développer aussi des marchés de capacité. On a déjà des règles européennes pour éviter des distorsions de concurrence. Et toujours, pour conclure, garder à la tête ce trilemme énergétique. Notre objectif, c'est de décarboner, d'avoir un système sûr et des prix abordables. Vraiment, désolé d'avoir été un peu longue, mais moi, je suis disponible pour les questions après cette heure, pour ceux qui ont le temps, qui n'ont pas trop faim déjà. Mais bon, je sais que je parle toujours un peu trop.